Bonsoir, rebonsoir. C'est aussi un peu je là tout seul sur le canapé. Alors, donc le sujet c'est le parcours, comment j'en arrive là. Je vais essayer de ne pas reprendre trop tôt ma biographie, pour passer un peu vite sur ma naissance et tout ça. Ceci dit, je vais quand même dire que je suis né à Besançon, parce que ça a une petite importance, parce que de fait, quand j'étais gamin, le cirque pour moi c'était Plume. Ceux qui voient ce qui c'est le cirque Plume, les premiers spectacles de cirque que j'ai vus, ça a été Cirque Plume. Les spectacles qu'ils faisaient dans les années 90, à l'époque où le cirque dit nouveau était encore très nouveau. Je passe sur... mais je n'étais pas prédisposé à ça. Enfin, on peut dire aussi que ni moi, ni la plupart d'entre nous, on ne vient pas de famille de cirque a priori, ni même de prédisposition forcément culturelle. J'étais censé faire des maths. J'étais parti pour faire des sciences, des maths. C'est... je prends un peu comme du début en fait. Bon, je faisais plein d'activités, je faisais du judo pas mal, ça a aussi son importance encore aujourd'hui. Parce que dans ces histoires de toi contre toi, rapport à l'autre, il me reste des choses. Pour ceux qui auraient vu Face Nord, la pièce d'avant, c'était encore plus proche. Les tatamis au sol, et il y a un groupe du contrepoids, du contact physique qui vient de là. Et puis j'ai croisé sur ma route des jongleurs. À l'origine, j'ai commencé par jongler. J'ai fait du bâton du diable. J'ai craché le feu dans la rue. Donc j'ai fait ça, j'ai fait Aurillac, quand j'étais ado. Et de fait, il y a un truc qui m'a touché à cet endroit-là, de faire de la rue. J'ai fait de la rue tous les étés. Là où la plupart de mes potes, leur boulot d'été, ils restaient enfermés. J'ai eu la chance de goûter à ça, à Strasbourg, à l'époque, devant la cathédrale, avec des potes dont l'un est aujourd'hui dirige le Petit Travers, une compagnie de jongle à Lyon. Le groupe de 3 potes. Mon frère, ce pote et moi, on est deux à diriger des compagnies de cirque aujourd'hui. Et ça nous a touchés, hyper fort, des retours publics. La sensation de faire un truc qui, parce qu'à l'adolescence on se pose plein de questions sur le sens du monde, que faire, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, tout ça, c'est bien toutes ces questions d'orientation. Et ça m'a semblé vachement plus important, cette voie potentiellement artistique, communiquer avec des gens, que faire une carrière scientifique qui potentiellement servirait que à produire des nouveaux objets qu'on vendrait encore aux gens en plus, et ça me semblait moins intéressant. Donc j'ai réussi à arracher à mes parents l'autorisation de faire une année sabbatique d'école de cirque. Ils m'ont obligé à faire une année diplômante en 1 an. Je ne sais pas si l'école de cirque est là, mais moi à l'époque on m'a dit ouais, il faut que tu fasses un truc qui a un diplôme en 1 an. Donc j'ai fait le BIAC, parce qu'à Chambéry, à l'époque à l'école de cirque, il y avait une formation pédagogique, on va dire. Peut-être précise ce que c'est le BIAC. Le BIAC, c'est le brevet d'initiation aux arts du cirque. Donc c'était un versant plutôt pédagogique, c'était le cirque plutôt versant pédagogique. J'avais déjà mon BAFA cirque, j'étais aussi animateur cirque en parallèle. Et pour la petite histoire, le diplôme on l'avait en avril, mais l'année scolaire de Chambéry elle se finissait en juin. Donc il restait mai-juin à passer, et avec un pote que je ne faisais pas pour occuper les 2 derniers mois, on a préparé les concours d'école supérieure. Et manque de bol pour mes parents, j'ai eu les concours à Rosny et Châlons. Donc ils m'ont laissé partir là-dedans. Et j'ai laissé tomber mes études de maths par correspondance que je faisais encore à l'époque. Voilà, ça m'a sauvé. Je renie pas, j'ai toujours l'esprit pour ça. Bref, je suis passé de la jongle plutôt à... Ça m'a vite intéressé, ce rapport au corps. J'ai jamais été un soliste. Je pense que c'est aussi un truc important. Je ne suis pas quelqu'un qui a jamais eu le désir de monter seul sur scène. J'étais crevé de timidité, gamin. Pendant très longtemps, je me suis demandé comment ça se faisait quand même que je sois arrivé là. Moi, je n'osais pas toquer à une porte quand j'étais gamin, ni adresser la parole à personne. De fait, c'est la première fois que je prends la parole en public au début de ce spectacle. Je ne suis quand même pas un artiste de la parole. Je me sentais plus à ma place, justement, à l'endroit du corps, de l'expression par le corps, de cette physicalité, que je ne serais pas parti en théâtre. C'était hors de question. C'est inconcevable. Encore aujourd'hui, ça c'est compliqué. Donc après, d'un point de vue parcours, donc Rosny Châlons, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est un peu dans l'organisation des écoles de cirque en France, un peu le cursus, on va dire, conservatoire national. Enfin, Châlons, un peu l'équivalent de... c'est pas la seule, ils n'ont pas l'exclusivité, mais c'est un peu
C'est un peu le sommet de la pyramide. C'est un peu le cursus type à l'époque, école préparatoire pour Ronnie Chalon, 5 ans d'école de cirque, 5-6 ans. Je suis sorti de là, donc à l'école, j'ai bossé les portes acrobatiques, je me suis formé comme porteur, avec une voltigeuse à l'époque, Marie Bauer, qui pesait sa cinquantaine de kilos, comme la plupart des voltigeuses. De fait, on n'a pas tenu, ce duo n'a pas tenu du tout après la période scolaire. C'est comme ça arrive parfois dans les promos. Il se trouve qu'il y avait une voltigeuse dans la promo et un porteur dans la promo, en une quinzaine, 18 à l'époque par promo. Et on nous a entre guillemets collés ensemble et ça marchait très bien tant qu'avec l'arbre scolaire, mais ça n'a pas résisté artistiquement dans le même endroit. Le spectacle de sortie de Chalon qu'on a fait était catastrophique, un des pires, sans doute. Bye bye Prospero, pour ceux qui auraient eu la chance de voir. C'était assez compliqué. On a monté une compagnie qui n'a jamais vu le jour parce qu'il y a eu un blessé grave malheureusement. Donc en gros, je suis sorti de l'école sans partenaire, sans spectacle de sortie et sans projet de compagnie. Et c'est potentiellement plutôt une chance. Enfin, je le dis comme ça, après coup, sur le coup, c'était un peu bon. Là, ça c'est sortir de l'école. En même temps, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus le cadre. Tu te retrouves dans la vie professionnelle et je me dis, il y a des gens en école de cirque ici. Parce que les attentes qu'on a, ou les petites étoiles que font miroiter, parfois, ces histoires de cirque, il y a une romance du cirque, mais la réalité du métier, c'est quand même pas exactement le rêve qu'on a à deux. Il y a un truc qui est beaucoup plus professionnel, qui est moins simple. Enfin, ça a rien, c'est pas effrayant, mais c'est pas la même chose. Il y a un truc, et c'est vrai que quand on sort de l'école, tac, ok, il faut faire ses heures, il faut trouver des contrats, comment je remplis mon truc d'intermittent, comment ça marche. Après, bon, le bagage de Chalon aidant, c'est quand même plus simple de sortir d'une grosse école. À l'époque, on était aussi moins nombreux. T'es sorti en quelle année? Je suis sorti en 2002. On est moins nombreux, surtout dans le sens où je pouvais presque dire à l'époque, j'avais le temps de voir beaucoup de spectacles, on pouvait presque voir tous les spectacles de cirque. On pouvait presque voir tout ce qui était produit dans une année, parce qu'il n'y avait pas encore 500 compagnies en France. Il y en avait, je sais pas, on était 80, une centaine peut-être. Et j'ai fait un parcours, je suis sorti de... J'ai fait un parcours, je suis passé par des compagnies de théâtre. J'ai fait un temps un rôle très physique dans un spectacle d'une compagnie, du groupe Anamorphose à Bordeaux. J'ai fait Héraclès, parce qu'ils cherchaient un comédien physique, très physique, pour incarner un rôle où il fallait se taper les 12 travaux d'Hercule. C'était assez chouette. C'était un chouette truc, c'était un rôle muet, c'était un rôle musique, c'était un rôle très physique et muet, donc ça correspondait assez bien. Ça m'a fait entrer en contact avec des gens de théâtre, en autre approche. C'était déjà un bifrontal. Ça, j'ai bossé en compagnie de danse, avec une compagnie de la région parisienne. Je suis sorti avec les gens qui sont aujourd'hui, et j'en fais toujours un peu partie, avec le Cheptel Alaïkoum, qui est installé vers Saint-Agile, avec qui j'ai vécu pendant 10 ans, avec qui je faisais du trombone, de la fanfare. Donc j'ai comme ça essaimé pendant, j'ai fait ma route à moi, de plein de petites compagnies plus ou moins grandes, plus ou moins connues, à Rouen, avec l'éolienne, un petit moment. Jusqu'à l'occasion qui s'est présentée de faire une reprise de rôle chez Guy Alouchery, qui est un metteur en scène qui avait fait un spectacle du Knack à l'époque, c'était cette fois je fais ça. Et il avait un duo de main à main dans un gros spectacle qui s'appelait Les Sublimes. Le porteur s'était cassé et était parti se faire réparer au Québec. Et de fait, j'ai remplacé, je cherchais une voltigeuse en fait. Entre temps, c'est vrai que moi je cherchais une voltigeuse. J'avais encore en tête le stéréotype porteur-voltigeuse, un peu le classique en cirque. Donc je tournais en école de cirque et la voltigeuse que j'ai rencontrée, elle s'appelait Fred, elle était canadienne et il pesait 65 kg. Au départ, il a fini à 75, quelques années plus tard. Et du coup, ça a pris à fond. Et de fait, la compagnie s'est créée là. On a tourné chez Guy Alouchery pendant 7 à 8 ans, sur 2 spectacles, surtout les Sublimes Bazan 19. On a fait beaucoup de projets de quartier, à approche très sociale, à aller faire du porte-à-porte, du main à main dans les rues, dans des trucs à la fois très engagés politiquement. Et ça m'a fait bosser. Hein. Ça m'a ouvert les portes d'un réseau que je ne connaissais pas encore vraiment à l'époque, qui était celui des scènes nationales. D'un coup, j'avais des défraiements pour aller au resto. C'était ça, je le dis encore aujourd'hui, c'était fou. Ma première intermittence, je touchais 12 € par jour. C'était quand même pas lourd par mois, ça fait 360 € par mois. C'était mes premières années, ça n'existe plus aujourd'hui, il y a des taux planchers, c'est pas très bien. Et d'un coup, on me filait 15 € rien que pour aller manger le midi. Ah ouais, le luxe total quoi.
Donc j'ai accédé, c'est vrai, à des conditions de travail qui permettaient qu'en dehors de tourner avec Guy, avec Fred, on a pu se consacrer vraiment à ce qui me passionnait quand même depuis le début, qui était le main à main. Ces rapports de poids. Je pressentais depuis longtemps que le main à main, c'était pas qu'une histoire de pure technique, c'était pas qu'une histoire de gym. Et bosser avec Fred, ça a influé énormément ma technique. On n'avait pas on n'avait pas de passé ensemble. On n'avait pas ce truc de, on s'est pas rencontrés justement dans le cadre scolaire. On s'est rencontrés après, il avait déjà eu un autre partenaire, moi aussi. On n'avait pas eu du tout la même approche. J'avais un prof polonais, il avait eu un prof russe, et ils n'ont pas tout la même technique. Il arrivait d'où? Fred, il est canadien, et donc il arrivait de l'école de cire de Montréal, qui est aussi quand même, comme base culturelle, la base culturelle nord-américaine, c'est pas le mythe de l'artiste français. C'est pas tout à fait le même monde. Donc il y avait une forme de grand écart entre nous, qui était assez riche, qui a permis cette confrontation où rien n'était une évidence. Donc on a vite tout remis en question. Parce que la technique, il fallait lui réinventer. On a rebossé, lui c'était un super sauteur en dynamique. C'est la première fois où c'est pas la voltigeuse qui flippait, c'est le porteur. Il venait du snowboard, de la planche à voile, du sport extrême. C'était vas-y, je prends sur tes épaules, j'envoie un salto, vas-y, deuxième jour. T'es sûr? Ouais, je le sens là. Et ça m'a surpris par rapport au rapport de peur qu'on tient parfois. Et ça a changé la technique aussi énormément dans le sens où c'est plutôt rare les duos de main à main. On faisait du dynamique quand même à l'époque, on avait du salto, rattrape et tout, colonne, pied-main. Il y en avait un rapport, un quart de poids qui était au départ 12 kg et qui s'est réduit à 7 ou 8 vers la fin. Et mine de rien, t'es obligé de bosser propre, en gros. Je me suis jamais autant blessé qu'en école. Aujourd'hui, j'ai mal au dos régulièrement, mais j'ai peu annulé de date de ma carrière, ça m'est arrivé. À l'école, on s'est souvent blessé aussi parce qu'avec la différence de poids, on peut se permettre des erreurs, des rattrapes, des mouvements qu'à un moment donné, avec un poids beaucoup plus lourd, on ne peut plus. On est obligé de se centrer beaucoup mieux. Et Fred, acceptant de tomber, et de pouvoir descendre de moi, de sauter au sol et de se rattraper lui-même, j'avais plus la même responsabilité. Et ça a ouvert un truc encore très important aujourd'hui dans ce qu'on pratique. Là, je vais rentrer plus dans votre approche du main à main, c'est ça qui me fascine. C'est que ça évite ce rapport d'objet. On a parfois tendance dans les rapports à grand écart de poids à transformer le voltigeur, souvent la voltigeuse, en une forme d'objet avec lequel on jonglerait. Parce qu'on peut se permettre avec le rapport de puissance. Et en plus, du coup, il y a un rapport qui est très différencié. Il y a un rapport d'inégalité dans voilà, je caricature encore un peu, j'en viens, j'ai bossé là pendant 4 ans à l'origine. Alors qu'avec Fred, on est dans un rapport d'égalité, entre guillemets, qui nous a ouvert des formes qui sont encore là aujourd'hui, qui sont toutes les formes de contrepoids, d'équilibre, de potentialité de réponse. Je peux grimper sur toi, tu peux grimper sur moi, je peux te pousser violemment, tu peux me pousser violemment. Donc il y avait une égalité des forces qui ouvrait beaucoup de réponses. En même temps que ça a évité un écueil énorme qui est sur scène la représentation sexuée. Un sujet qu'on traite, qui nous intéresse toujours aujourd'hui. Il y a dans un rapport de main à main, de corps, très physique, il y a acrobate, on est spécialiste. À un moment donné, on fait nos trucs, on se rend plus compte. On passe notre journée à se mettre des mains au cul, à se toucher l'entrejambe, on oublie à un moment donné. Sauf que d'un point de vue de la scène théâtrale, le public, lui, le voit et lit des gestes, pas de la même manière si je fais le même geste technique, le même geste physique, chorégraphique. Si c'est un mec ou si c'est une femme, ça n'a pas le même sens. C'est pas possible. Et nous qui travaillons beaucoup sur la confrontation physique, mettre une tarte à Fred, ça n'aurait pas eu la même valeur que mettre une tarte à une petite fille. Et ça nous a aussi ouvert la possibilité de ne pas être un homme et une femme, mais d'être deux êtres humains, à part égale. Et dramaturgiquement, ça a été très important aussi dans ce monde. Encore une fois, parce qu'on travaillait sur un principe de fond qui est que les portées acrobatiques, c'est pas une question technique, c'est d'abord une question d'être humain. C'est des gens qui font, c'est une interaction avec quelqu'un, c'est un rapport à l'autre, c'est un rapport physique. Mais ce n'est pas un répertoire de gym, on n'est pas des sportifs, on est des artistes. Donc on n'est pas là, a priori, pour déballer une technique ou pour prouver quoi que ce soit, on est là pour travailler un outil, un langage acrobatique
qu'on met au service d'une expression, de différents types de volonté d'expression artistique. Et cette liberté-là qu'on a trouvée dans le fait d'être deux mecs de taille à peu près égale, on l'a gardée jusqu'à cette pièce. C'est la première fois qu'il y a une femme avec nous, par exemple. Parce que pendant la deuxième pièce, c'était encore pas possible à l'époque, on n'était pas prêt. On n'était pas assez solide encore dans notre écriture pour se permettre d'engager des filles à nos côtés, concrètement. Et pour revenir au point de vue historique, depuis, avec Fred, du coup, on a déposé la compagnie, on a commencé à bosser ensemble. On a fait une première pièce, on a commencé à bosser en 2005, sorti en 2007, qui s'appelait Appris par corps. Un duo très engagé physiquement, on avait joué au Creusot quand celui-là était encore là-bas, qui nous a emmené un peu partout, qui nous a fait connaître. À l'époque, on était encore en gros qu'un duo, Alex et Fred et Alex et Fred. Personne ne savait qui était Alex et qui était Fred, c'est pas grave. À deux, on était Alex et Fred. On travaillait d'ailleurs sur la gémellité à l'époque, parce que la base d'Appris par corps, on a bossé sur les météores de Tournier, sur ce rapport indistinct de qui je suis par rapport à l'autre. Ça tournait énormément. On a eu la chance d'aller un peu partout, c'était léger, on a pris l'avion, on a bien profité de ça. C'était frontal, ça jouait dans des scènes, ça jouait qu'une fois par lieu. Ça nous a épuisés aussi, physiquement, humainement, parce qu'à un moment donné, être que en face de l'autre, toi, moi et toi, toujours le matin, au petit-déj, à l'hôtel, l'après-midi, en répète, le soir, dans la douche, dans le vestiaire, au resto, le lendemain, dans le train. À l'époque, la première année où je me suis installé en caravane à Saint-Agile, j'ai passé 7 nuits à la maison. J'explique souvent, je le sais, ça m'est resté, j'ai passé 7 nuits chez moi. Le reste du temps, j'étais en déplacement. Aujourd'hui, j'atteins mes records 15 ans après, j'arrive à passer 12 semaines par an chez moi, avec 2 enfants. Parce que j'ai 2 enfants, j'arrive à passer 12 semaines chez moi. Le reste du temps, je ne suis pas à la maison. C'est un truc que je dis souvent pour expliquer, parce que c'est dur d'expliquer c'est quoi une vie d'artiste, souvent, à ma grand-mère par exemple, qui elle n'a jamais allé plus loin que Dijon, parce qu'elle habite à entre Besançon et Dijon, et que plus loin que Dijon c'est l'inconnu, elle n'a jamais vu ni Paris ni la mer. C'est pas ce que c'est, parce qu'elle a des animaux, qu'elle a une ferme, et qu'il faut les nourrir le matin et le soir. Et donc je dis souvent ça, qu'on change de lit souvent. Et que contrairement aux autres, quand on a des vacances, on rentre chez nous. On ne part pas, on rentre chez nous. Que les week-ends ça n'existe pas, que le jour férié ça n'existe pas, que le rythme ça n'existe pas, que le rythme, la qualité de travail qu'on a en école, c'est fini. On a des bribes de travail, d'entraînement, de transport, une hygiène de vie très réprochable. Je vais revenir à l'artistique pour pas m'étendre là-dessus. Vous l'avez tourné 3-4 ans? On a tourné 7 ans. 7 ans. On a tourné 7 ans. Vas-y, c'est... On en a annulé, à ma connaissance, 2. On a joué, et ça nous a posé question. Là, ça nous a posé cette question-là. On s'est rendu compte, bon, c'était frontal, c'était une écriture qui était très solide, c'était assez précis. Ça ne bougeait pas. Après 7 ans, je pense qu'on aurait presque encore pu prendre le calque de la pièce et le remettre sur la première. Je pense qu'il y avait très peu d'écart de mouvement et de temps. C'était voilà, de la mise en scène de théâtre avec, tu vois, il y a les lumières, il y a plein de lumière, tu es sous la douche à ce moment-là, il y a des petits scotch au sol, tac, tac, tac. Et ça nous a, on est entré dans un rapport très mécanique. Et ça aussi, ça nous a épuisé, de se rendre compte qu'en fait, qu'on soit présent ou pas, nous, on jouait dans des salles qui parfois étaient très profondes, et il y avait un rapport étrange. Et Fred, il faisait le chemin inverse, lui, parce qu'il venait du Canada. Mais c'était vachement... Enfin, il était rentré dans le circuit français. Mais tous ses potes à lui, ils jouent au Cirque du Soleil, ils jouent dans des méga productions, où, pour l'anecdote, il y en a qui, dans leurs entrées publiques, ils écoutent leur musique aux écouteurs sous les costumes, parce qu'ils se font chier. Ils sont à 200 mètres du public, ils sont 50 sur scène. Et on a eu peur de ça. On a eu peur de cette mécanisation du geste qui nous semblait pas rendre hommage à notre pratique, à ce truc de relation humaine. Et on avait ce problème de violence faite au corps. Cette violence faite au corps, parce qu'on est quand même dans des rapports, on est dans un rapport de confrontation, on s'appelle un loup pour l'homme, parce qu'on se posait quand même pour cette question de c'est quoi ce rapport de l'acrobate, on est souvent un animal, il y a un rapport à l'instinct, mais on est quand même des êtres humains, c'est ça qu'on est sur scène, c'est ça qu'on explore, c'est la nature humaine. Et il y a un besoin de folie, comme il y a un besoin de penser. Il y avait sa folie à lui et ma réflexion, des fois conceptuelle, machin. Et il y avait ce rapport à la prédation, de qui mange qui, et dans quelle mesure on a besoin du loup.
Donc, il y avait des rapports de sadiques, des rapports maso. Enfin, moi je suis porteur, c'est une question qui m'habite encore. Pourquoi ça fait 20 ans que je me laisse sauter dessus? C'est une question que je travaille encore. Enfin, même, voilà, philosophiquement, qu'est-ce que c'est que ce boulot? Qu'est-ce que ça raconte? Je me fais marcher dessus, on en avoir plein le dos dans le langage de tous les jours. Il y a plein d'expressions qu'on pourrait retrouver. Tenir à quelqu'un. Allez, on tient l'un à l'autre, c'est littéral. Des expressions comme ça que j'aime bien, qu'on est littéralement en train de se marcher sur les pieds, en train de tenir l'un à l'autre, en train d'en avoir plein le dos. De je te porte, je te supporte. Enfin, voilà, il y a un rapport de l'autre, c'est toujours un appui et c'est toujours un boulet. Parce qu'il faut se coltiner. On était dans ce rapport-là tout le temps, un peu voilà, frère, ennemi, assez classique en main à main, de je veux plus, j'ai envie mais j'ai pas trop envie. Donc ça nous a amené à sortir du frontal, pour la deuxième pièce. On est passé la face nord et on a traité voilà, frontalement ce rapport de lutte. On a défini à ce moment-là l'acrobate comme quelqu'un. À pris par corps, c'était une exploration de nous. C'est qui notre duo? C'est qui Alex et Fred? On s'appelait Alex et Fred sur scène. C'était un truc qu'aujourd'hui j'appellerais très adolescent. On mettait nos tripes sur scène. C'était la guerre. C'est un truc, mais je ne ferai jamais ça. C'est un truc que tu fais quand tu as 20 ans. C'était extrêmement physique. On se défonçait sur scène. C'était génial. Pour le public, c'était génial. Mais nous, ça nous a laminé. Il y en a qui l'ont vu, là, après parfois. Et enfin, on s'est posé cette question de la violence, cette question du masculin nous habitait encore, et on s'est surtout posé cette question d'un point de vue de l'écriture au cirque, de comment éviter cette mécanisation, comment pas être dans une chorégraphie à l'excès qui laisserait plus de place à la relation à l'autre. Et à cette époque-là, c'est là où on a commencé à définir le cirque comme un art de ce qu'on appelait de l'action, et non pas un art de la représentation. Je ne suis pas en train de montrer, parce que profondément, et je l'ai déjà dit un peu hier, vous l'avez entendu certains, il y a un rapport pour nous dans le cirque, un rapport à quelque chose de très réel. Sans remonter, je n'ai pas besoin de remonter à cette espèce de confrontation à la mort mythologique dans le cirque, on n'est plus là aujourd'hui, je ne mets pas ma vie en danger. Encore que dans le parcours, il y avait quelques figures un peu dangereuses, qu'il ne fallait pas rater. Mais il y a quand même on met notre corps on met notre corps physiquement en jeu sur un plateau et on a un rapport au réel qui fait que dans une chorégraphie, encore une fois, si Fred, quand il a envoyé son salto, il partait à gauche, je pars à gauche. Il y a un truc, il y a une part, et j'invite ceux qui ont envie à regarder, il y a un petit mot, il y a un truc sur internet de Claude Régis qui s'appelle Par-delà les abîmes, qui parle du risque au théâtre, et qui est un truc qui est moi qui je regarde de temps en temps pour me le remettre. J'ai 2-3 bases comme ça, Grotowski, Régis, Panton, qui sont importantes pour moi, dans mes sources. Et il y a une forme d'imprévu, qui est pour moi fondamentale dans le cirque, qu'il soit à l'endroit de la prise de risque ou pas, il y a quelque chose qui est indécidable. Quelque part, ça pourrait échouer. Et de fait, c'est devenu hyper important pour nous à ce moment-là que l'acrobate ne soit pas une machine, parce qu'il y a un modèle de l'acrobate qui est l'animal, et il y a un modèle. Surtout quand on joue et qu'on rejoue dans la mécanisation, justement, il y a un modèle que celui de la machine. De quoi qu'il arrive, je suis capable, je le ferai de toute façon. Et où est-ce que j'ai perdu mon film? L'imprévu, le risque, il y a un rapport, voilà, donc, et c'est devenu pour nous important que l'acrobate ne soit pas quelqu'un qui vient prouver qu'il sait faire. Ça n'a pour moi aucun intérêt de regarder quelqu'un qui me dit regarde ce que je sais faire, regarde je suis sauté sur la tête. Oui. Et alors, on va dire, si c'est sûr que tu sautes sur la tête, tu me le montres. Et c'est devenu plus important de renverser un peu le principe et de se dire l'acrobate, c'est quelqu'un qui prend le risque d'échouer. Ça pourrait, et c'est ça qui est important. Et même là, si je reprends la fascination qu'on peut avoir dans le cirque, elle tient quand même à ce que ça pourrait rater. Si on prend le jongleur, ce qui nous fascine, c'est que quelque part, il y a quand même forcément de chance que sa balle elle tombe. Philosophiquement, un mec sur son fil, un funambule, ce qui nous fait vibrer, c'est qu'il pourrait tomber. Un dompteur, il pourrait se faire bouffer. Et il y a quand même ce risque-là qui tient quelque part dans une forme très archaïque, qui est parfois d'ailleurs détestable dans le cirque, parce qu'il y a un truc de ça qu'il ne faut pas cultiver à outrance, qui est assez vulgaire dans la prise de risque. Et donc il faut le détourner. Il faut artistiquement réussir à en faire, à trouver un autre endroit. Qu'est-ce qui fait que ça reste vivant? C'est ce que je dis encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce ne sera pas comme demain? Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, sinon on va au cinéma. Le cinéma, c'est fait pour ça, ça fixe sur une pellicule un truc extrêmement précis. Le spectacle vivant, c'est pas de même nature, ça ne peut pas l'être. Et le cirque, à mon sens, encore moins. Parce que si ma balle, elle est vide, il faut que je la rattrape.
Et dans le Face-Nord, en se posant ces questions-là, on est arrivé sur un truc sur pourquoi il y a autant de personnes qui regardent des spectacles de sport. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de gens qui kiffent le foot, par exemple? Ben, parce que quand même, bon, ils sont supporters des côtés détestables, il y a énormément de côtés détestables dans le sport, aujourd'hui, surtout, donc c'est plein de fric et plein de médias. Mais il y a un truc impressionnant, c'est qu'on ne sait pas l'issue. Quand on va voir Hamlet, a priori, on connaît la pièce. Quand on va voir un match, ou quand moi je faisais du judo, que c'est le même endroit, c'est le plus proche de moi, donc pour l'exemple du judo, il m'intéresse plus, il y a a priori, on ne sait pas qui des deux va finir vainqueur, et c'est pour ça qu'il y a une forme de mise en alerte. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça qu'il faut entretenir, c'est ça qui fait encore un peu plus loin, si je saute sur... parce que je pourrais parler longtemps, hein, je ne sais pas combien de temps on a, mais même tout seul. Vous pouvez me couper un moment. Je suis capable de parler. Et c'est ça qu'on cherche encore aujourd'hui. On a exploré ça beaucoup avec Face-Nord, ce rapport au sport qui nous a amené dans une définition du jeu physique. Et ce qui est sport, c'est que l'action, elle n'est pas déterminée par une chorégraphie. Il y a pourtant plein d'analogies possibles. Il y a un entraînement physique de niveau, il y a un vocabulaire. En judo, par exemple, on a un répertoire de figures, entre guillemets. Il y a toutes les prises. On les connaît, on les bosse, on les répète. Et par contre, il y a une mise en œuvre en direct de ça. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus opportuniste, de préparer le mouvement, de trouver l'opportunité, de trouver comment placer le truc au bon moment. Donc il y a une question de justesse, qui est beaucoup plus importante que la question de la forme en soi. Il y a quand même une... On parle souvent d'organique, par exemple, aussi. On pourrait discuter aussi sur sa justesse ou pas, mais on dit souvent qu'on cherche un truc organique. Et de fait, par exemple, on n'a jamais bossé sur la musique. C'est un truc que moi, je ne comprends pas. Qu'on puisse plier et dompter le corps à suivre précisément un tempo, c'est pas possible. Mon corps, il n'a pas envie de bouger à la même vitesse tous les jours. Mon déséquilibre, il ne sera pas à ce point parfait. Et par exemple, je refuse aujourd'hui de mettre des petits scotch sur la piste. Je me bats, c'est pas je refuse, parce que ça c'était pas Face-Nord. Maintenant j'y retourne, je mets de l'eau dans mon vin. À chaque fois qu'on fait un spectacle, pour moi c'est un peu poser des hypothèses, explorer une approche. Face-Nord c'était l'acrobat, c'est quelqu'un qui lutte, mais qui sait qu'il va perdre. Parce qu'à l'époque je commençais à avoir mal au dos, et mon kiné m'a dit, de toute façon, ce que tu fais c'est vain. À un moment donné, tes saltos, tu pourras plus les faire. Enfin tu l'acceptes. Un jour tu vas être vieux, tu pourras plus faire ce que tu fais. Donc tu vas pouvoir, autant que tu veux, repousser l'échéance, mais un jour, de toute façon, tu seras trop vieux. Donc ton combat, il est perdu, il faudra que tu lâches. Et c'est à cette époque-là, je me suis dit, c'est vrai, que autant dans le cirque que dans le sport, par exemple, il y a ce truc de mise en jeu directe, et cette écriture, ça y est, je retrouve mon fil, c'est pas l'écriture étroite. Le sport définit l'action par, en gros, un espace. Il y a une durée, il y a un nombre de joueurs, il y a un objectif. Et l'objectif, ça va sembler être intéressant. De se dire qu'est-ce que je suis en train de faire. C'était la question principale de la mise en scène de Face-Nord, le spectacle d'avant, c'est définir la présence réelle de la personne sur scène, non pas par je suis en train, c'est difficile à dire, c'est un peu pointu. C'est de se dire, je ne suis pas en train d'essayer de montrer un salto, je ne suis même pas en train d'essayer de faire un salto, c'est plus précis que ça en fait, je suis en train d'essayer de rattraper mon partenaire. C'est plus qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire. C'est quoi ton but? C'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est et de faire vraiment. Et du coup, on s'est mis à écrire avec des règles du jeu. Je suis en train d'essayer d'atterrir sur le dos de mon partenaire. Et d'essayer d'être en train de faire ça, de ne pas être en train de le dire. Concrètement, c'est pas hey, regarde, je vais sauter. Un mec qui joue aux fléchettes, il y a un truc que j'adore, il est concentré parce qu'il essaye de mettre sa fléchette. Et il n'y a rien, c'est ça qui est le plus intéressant presque. Plus que le résultat d'un point de vue artistique, je m'en fous quelque part qu'il mette sa fléchette dans le centre ou pas. Le plus beau moment à mon sens quand on zoome dessus d'une caméra, c'est la concentration du mec parce qu'il est absorbé par l'action et c'est la chance qu'on a nous en cirque, c'est de pouvoir se concentrer sur ce qu'on a à faire. Un mec qui est sur son fil, il est en train d'essayer de ne pas tomber. Et là je renoue avec. Donc contrairement au monde du sport, on n'est pas là pour gagner, on est surtout là pour essayer de ne pas perdre. Quand je tiens sur mes mains, ce que je fais, c'est surtout, j'essaye de ne pas tomber. Quand je jongle, j'essaye que ma balle, elle ne tombe pas. Et c'est bête à dire, mais c'est extrêmement important. Je dis souvent, par exemple, pour revenir dans un truc de partnering, qui est plus proche de nous, partnering en anglais, c'est ce rapport à l'autre. On
parle plus aujourd'hui presque accompagné de partenaires physique que de portée acrobatique en sens strict. Si on inversait la règle du tennis, par exemple, qui est j'essaye que l'autre perde et qu'il ne m'attrape pas la balle, par j'essaye qu'il ne la rate pas, on a un passing. Il y a plein d'endroits où, par exemple, c'est pareil même en cirque, par rapport au mec qui tire à l'arc, qui essaie de mettre dans la cible, a priori le tireur essaie juste aussi de ne pas le mettre dans la cible, qu'il essaie de ne pas tuer son partenaire, et de jouer avec cette limite. Mais il y a un truc, et ça nous a semblé plus humble, aussi comme posture, quelqu'un qui vient dire, regarde, j'essaie de ne pas perdre, même si je sais qu'un jour je vais échouer. Il y a un rapport qui est beaucoup plus humain, parce que ça raconte, pour moi l'être humain, c'est pas vrai que c'est quelqu'un qui réussit tout le temps. Les gamins, ils se pètent la gueule pour apprendre. Si vous avez fait du monocycle, on se pète la gueule. Il faut revendiquer l'échec, il faut revendiquer que c'est pas du solide tout le temps. Et que dire, regarde ce que je sais faire, regarde comment ça marche, regarde ce que je vais t'apprendre, ça me semble nourrir un modèle de société que je ne peux pas défendre moi et qu'on ne peut pas véhiculer. Et que le cirque, qui est parfois malheureusement, à mon sens, fait un peu trop de pec et de sang, d'un truc voyeuriste, de regarde je vais mourir, regarde ce que je sais faire, regarde je suis devenu une bête de cirque. Il y a un truc qui me semble un peu vulgaire dans ça. Alors que les capacités de l'artiste de cirque, si on les met en œuvre au bon endroit, elles sont magnifiques parce qu'il y a de la forme de persévérance, il y a une forme d'assumer de prendre le risque. Parce que l'artiste de cirque, il scoltine le réel, il le prend dans la gueule tout le temps, il se pète la gueule. Il fait ce pas en avant, il se met en danger, et ça, c'est ça qu'on défend nous aujourd'hui. C'est cette mise en danger qui consiste à aller là où on ne sait pas encore, par exemple. À se dire, bon, là je connais déjà, et ça c'est pour moi, et pour la compagnie aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on peut, honnêtement, je crois, se revendiquer de la création artistique. Parce qu'on ne se borne pas à appliquer des recettes. Parce que, encore une fois, c'est pas aller devant. On va que dans le futur, je veux dire, à un moment donné, demain, je ne sais pas où je serai. Et il y a un truc. Rare Birds est plus fait de ça aujourd'hui, d'essayer de sortir de cette logique de lutte à tout prix, de vouloir quand même à tout prix arriver à un résultat pour se dire, pour assumer une part de je ne sais pas exactement ce qui va se produire. Donc c'est moins règle, il y a encore ce rapport aux règles du jeu, à cette écriture, il y a encore le public autour qui nous semble essentiel pour pas être dans un rapport de montrer, mais dans un rapport d'être vu. Ça me semble que c'est le rapport essentiel. Si dans la rue il y a un événement qui se produit, naturellement les gens ils vont regarder en se mettant autour. C'est le moyen d'être le plus proche, c'est le moyen de voir le mieux. Et ça fait que dans mon dos je suis vu, sur le côté je suis vu, je peux pas me cacher, je suis forcément vu. Enfin, je dis souvent je peux difficilement mentir dans un rond. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on est quand même des professionnels de la scène et qu'on travaille quand même sur de la mise en scène et sur des directions. Donc cette présence de l'artiste en rond, elle est essentielle pour nous. Ce qui est essentiel, c'est de re-questionner nos pratiques et de repartir parfois de cette innocence qu'a l'enfant qu'apprend. Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre si on arrive à se défaire de nos habitudes, on s'assoit tous sur une chaise parce qu'on est habitué, ça pourrait être différemment. Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour solides ou qu'on ne s'autorise pas en tant qu'adulte parce qu'on a une éducation physique. Et hier, je disais, l'acrobate, en quelque sorte, c'est un gamin qui n'a pas arrêté, qui ne s'est pas arrêté au stade, je marche sur mes deux pieds, donc je sais marcher, donc ça me suffit. On n'est pas obligé de s'arrêter à juste marcher. On peut sauter sur un pied, on peut sauter sur la tête, ça marche. Là qui arrive. Ça sert à rien, certes, mais c'est ça qui est génial. Le spectacle vivant ne sert à rien. Le sport, ça ne sert à rien. Ce qui est beau dans le sport dégagé c'est quand on relie le sport amateur. C'est ça qui fait qu'on est quelque part, justement pas des animaux, c'est qu'on fait plein de trucs qui ne servent à rien. Et c'est là-dedans qu'il y a une forme de métaphysique, entre guillemets, de spiritualité. C'est qu'on est dans des choses qui ne sont pas là, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire, par exemple, pour faire tourner l'économie, pour faire en sorte qu'on n'est pas là pour je sais pas comment dire ça, je pars tout seul, à un moment là, il va m'arrêter de dire mais voilà, pour arriver à Rare Birds, là où on est arrivé aujourd'hui, c'est après la lutte, aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on critiquait ce rapport à la violence en face nord, qu'on essayait d'en sortir. C'est juste ce que tu n'as pas dit, c'est que tu sors du duo en face nord. Donc, on sortait de l'unique duo. Voilà. On sortait aussi, c'est vrai qu'il y a plein de strates qui vont être nos parcours individuels, le parcours d'un artiste et ses créations, elles vont de pair avec ces questionnements. Ça nous a permis, avec Fred, on n'aurait pas pu refaire un duo avec Parcours.
Parce qu'on était dans ce rapport de toi, moi, toi, elle en avait besoin. L'autre, il n'est pas unique. Il y a moi, il y a toi, mais il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a toi. Et en fait, c'est pas pareil. Donc le duo était étriqué. Donc on l'a ouvert, mais on était quand même encore dans ce rapport à 4, qui est un rapport extrêmement binaire, qui est un rapport de lutte, qui, bien qu'on soit intéressé à la question de la violence, on était encore dans ce jusqu'au boutisme de « ah, on va le faire jusqu'à ce que ça marche ». Et on avait déjà en tête ce truc qui nous disait qu'il faudrait lâcher à un moment donné. Et mine de rien, en face nord, on faisait que d'aller au maximum et d'attendre que ça craque. On démontrait en permanence qu'il faudrait appliquer un principe de précaution plutôt qu'attendre que ça craque, plutôt qu'attendre qu'il y ait un vrai énorme incident nucléaire, par exemple. Apparemment, il faudrait peut-être les fermer quand même, ces centrales. Mais l'être humain est ainsi fait qu'il attend, il a un désir qu'il attend d'être vraiment blessé pour changer sa pratique. Il y a plein d'endroits où quand même on a du mal à changer avant que le truc grave se produise vraiment. Une fois qu'il s'est vraiment produit, ça fait ah oui, quand même peut-être, on m'avait prévenu, on m'avait dit que machin, on m'a dit plein de fois de ne pas tourner autant entre par corps que ça allait me niquer le dos. Et j'ai quand même tourné autant entre par corps. Mathurin m'avait dit ça à l'époque, parce que Mathurin il en venait de ça. Et quand je le dis à des artistes de cirque qui font de la bascule coréenne à danse dans tous les sens et qui se fracassent, je leur dis en fait vous allez vous faire mal. Mais bon, il faut y passer, c'est aussi un apprentissage. L'expérience ne se partage pas. Il faut la refaire soi-même. Il faut y repasser pour comprendre. C'est empirique, encore une fois. Donc on est passé au groupe, mais c'était encore binaire, c'était encore carré, c'était encore très angulaire, c'était encore très confrontation. C'était équilibré. Et on a choisi d'aller vers un truc plus rond, qui ne nécessitait plus justement d'être que des mecs, d'assumer un peu plus voilà, que ça fait quand même pas énormément de différence, enfin, ça fait pas de différence, mais qu'il n'y ait plus besoin de ça, que ça allait nous aider à sortir de la confrontation. On est 7, on est 6 et demi, ça se divise moins bien. Démocratiquement, c'est un groupe encore plus large, encore plus compliqué à gérer. Alors, on est loin encore d'être 60 millions comme la France ou 6 milliards comme la planète, mais déjà, en compagnie, passer de 2 à 4 à 8, ça oblige aussi, là je ne fais pas le rapport compagnie, mais en politique interne, comment ça marche une compagnie, pourquoi je suis directeur artistique, mais ça veut dire quoi, comment toi, c'est quoi ta place, c'est quoi la mienne, comment ça marche ensemble, comment tu délègues. C'est une question assez intéressante. Mais c'était plus rond, c'était volontairement ce qu'on a ajouté en fait comme donnée dans Ryan Bird, c'est la durée. Cette question de comment on dure dans le temps. Et la question, une super question à traiter. On pourrait dire, parce qu'il y a ce rapport à la violence et à la sécurité, entre guillemets. Je vais faire mon petit volet sécurité. On pourrait croire que pour se faire moins mal, il faut arrêter de prendre des risques. Ce qui est en fait pas tout à fait vrai. Pour continuer, parce que se blinder, ne plus rien faire, et je parle par exemple, je travaille avec des personnes âgées dans la même durée. Depuis très longtemps, ça fait 10 ans que je travaille avec des personnes très âgées, en maison de retraite ou à la maison, avec des octogénaires, des nonagénaires, sur un truc, en gros sur reprendre des risques, sur faire des trucs qu'on ne fait pas au quotidien. Pour continuer à solliciter. On apprend, on disait, les gamins ils apprennent de l'échec, c'est pour ça qu'ils avancent, c'est pour ça qu'ils se développent. Se développer, c'est quand même se confronter sans cesse à un truc qu'on n'est pas encore. Et le cirque peut le faire de manière vulgaire, cette prise de risque. Et il y a pour moi quelque chose, si je pouvais le mettre en mots précisément, il y a pour moi une différence entre se mettre en danger, qui ne sert strictement à rien, qui est vulgaire comme tout, et prendre un risque, plus subtil, et qui ça est intéressant. Mais ce risque-là doit être mesuré et pas trop grand. Il faut quand même aller un peu avant. Il y a un bouquin qui s'appelle Antifragile, c'est à me le dire, qui est comment on peut gagner d'une part de chaos. Comment une perfection, ça sera extrêmement déjà fatigant et ennuyant. Et comme on a étudié beaucoup au début de Rare Birds, comment la nature, elle est faite à la fois de mécanismes semi-parfaits, ou presque parfaits, dans comment une plante pousse, comment un tournesol s'organise pour des raisons quasiment chimiques, physiques, de pourquoi ça spirale comme ça, pourquoi ça fait des carrés parfaits, mais pourquoi en même temps elle se développe quand même par erreur et par mutation, et que c'est ça qui nous permet de survivre dans le temps. S'il n'y avait pas ces petites erreurs par moment, l'adaptation des conditions changeant, il faut aussi changer. On vieillit, on devient plus âgé. Parfois je dis ça y est, aujourd'hui je suis presque un vieil acrobate. J'arrive vers mes 40 ans dans le secteur et je commence à passer dans le domaine des vieux acrobates. J'ai les 3 disques vertébraux qui sont potassés depuis longtemps, le matin une difficulté, je fais des galopettes sur scène, j'ai dû monter l'escalier le soir. Et ça aussi, ça joue, ça implique
Et la solution pour moi, elle n'est pas d'arrêter, elle n'est pas de dire, c'est pas celle que certains médecins du sport me disent il y a déjà moins de 10 ans, vous avez été fatigué, il faudrait arrêter de porter des charges lourdes. C'est bon parce que je suis porteur, c'est mon boulot, il faut transformer. Donc on est passé sur une logique de transformation, non pas maintenir à tout prix, vouloir maintenir, c'était ça la lutte en fait. On était dans un truc de je veux absolument défendre là où j'en suis encore, je voudrais ne pas bouger. Il y a des trucs qui me poussent, et ça en tant que porteur, en école de cirque, on m'a énormément, en fait, quelque part inculqué ça. Le porteur, mon prof polonais, par exemple, qui venait de l'acrosport, comme tous les profs de portée, ou quasiment tous. En gym, on n'a pas le droit de bouger le pied parce qu'on perd 0,2 points dans la blessure. Donc il m'a habitué que même si c'est très travers, tu as le droit de rattraper tout travers et tout tordu tant que tu ne bouges pas les pieds. Tu n'as pas le droit de bouger. En fait, c'est stupide, c'est extrêmement fatigant de confondre un porteur avec une colonne en métal. On n'est pas foutu comme ça, c'est pas fait pour ça. La vie, ça bouge. La vie, c'est fait de mouvement, et le vivant est fait de battements, de cycles, de transformations. Donc on s'est intéressé à ça, on est passé quasiment plus de l'animal, on est allé plus sur les plantes. On s'est posé cette question du temps, cette question de la transformation, de comment, on est passé sur des modes de locomotion, je vous passe plein de trucs et de bribes sur des sujets qui m'intéressent à un moment donné. Mais comment, par exemple, des poissons qui a priori nageaient sont devenus des lézards qui rampent. Comment se ramper, il est devenu des animaux à quatre pattes. Il y a plein de styles de locomotion. Il y en a qui bougent de pattes avant et de pattes arrière, il y en a qui bougent de pattes de côté, il y en a qui sont diagonales avec des rythmes différents. Et quand même, dans le temps, ils n'ont pas toujours marché comme ça. Si on zoome très très loin, en tout cas, ça serait assez intéressant de se dire comment cette bestiole qui marchait comme ça. Donc il y a une continuité. Il y a des ruptures dans le monde, dans l'évolution naturelle. Mais il y a quand même beaucoup, avec beaucoup de distance, des mouvements comme ça qui se transforment, qui agissent les uns sur les autres. Et c'est ça qui a été notre moteur. Durer dans le temps, c'est accepter de se transformer. C'est pas à tout prix vouloir. Rien ne tient dans le temps. C'est impossible. Toute forme immobile est vouée à disparaître. Ce n'est pas possible de rester la même chose. Une table, forcément, un jour ou l'autre, elle n'existera plus. C'est une certitude. Donc, vivre, c'est se transformer. Donc, on a travaillé sur ce truc de transformation et on a repris l'acrobatie. Donc, on s'est posé une question de genèse. J'ai mes enfants qui grandissent. Parce que ce moment-là, j'ai 2 enfants aussi, c'est important. Parce que quand tu es porteur, c'est rigolo. Quand tu es acrobate, voir un gamin qui fait ses premières roulades, c'est ah putain, il vient de découvrir faire roulade sur le côté, c'est génial. Regarde, voilà, pour ceux qui s'intéressent au mouvement, en kiné, il y a des endroits très intéressants de regarder comment physiologiquement ça apprend au mouvement. Donc on a repris ce phénomène-là, comment les choses naissent, comment elles disparaissent, comment ça marche, et on a essayé de repartir. On s'est demandé encore une fois, c'est quoi le mouvement de base des portées acrobatiques? C'est quelqu'un qui est debout sur quelqu'un. C'est un rapport qui est plus horizontal, il y a des questions de verticalité, il y a des questions d'horizontalité. Donc on a pris ce point de départ, par exemple, qui est très basique, de ok, je te marche dessus. Et après on parle plus stable, un porteur couché, quelqu'un debout dessus. Et on a essayé de laisser croître, en essayant de mettre de côté les a priori, et de partir, contrairement à là où on était encore avant, on était encore dans une logique de résultat, de vouloir faire à tout prix, et quel que soit l'obstacle sur ma route, je vais à tout prix tenter d'aller grimper sur l'Everest. C'était ça la face nord, c'est ce goût de la difficulté qu'on revendique, l'acrobate. C'est quand même pas simple de mettre sur ses mains, mais on est bien, c'est un peu compliqué que ça résiste. Ça existe toujours un peu. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant d'accepter d'aller là où ça résiste moins. D'aller, par exemple, grimper sur une montagne plutôt par des chemins sinueux, d'accepter de se perdre. Et on a essayé de laisser croître l'acrobatie à partir, d'appliquer ce truc, de partir de là d'où on est, et de voir là où ça nous mène, si on applique ces principes sans dire je vais absolument aller là. C'est-à-dire je vais répéter ce mouvement, et le laisser se transformer, et essayer de voir ce qui pourrait devenir. Est-ce que si je fais cette métaphore avec le monde animal, par exemple, voir quel type d'espèce pourrait survenir si au lieu de retracer directement mon chemin à moi de poisson à être humain, si acrobatiquement j'acceptais, surtout qu'on n'est pas qu'un, on est 2 souvent, donc il y a plus de bras, il y a plus de tête, il y a plus de pieds, ça a plein de possibilités, c'est génial, surtout quand on est 6. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre espèce possible sur le chemin qu'on ne peut pas en fait anticiper? Aucun poisson, c'est pas à mon avis, aucun poisson il y a 3 milliards d'années ne s'est dit un jour je volerai.
C'est pas vrai. Jamais un poisson s'est dit je vais devenir un oiseau dans 3 milliards d'années. Il l'est devenu de fait. Et il n'y a que le temps qui fait ça. Donc il y a un truc de se libérer quand même de l'attente. Parce que l'attente, ça rend plus étroit le champ de la recherche. Et des fois, je me pose des questions. On m'a posé une fois, un enfant m'a posé une discussion, ça une question, je ne sais plus comment il a formulé, mais sur si c'était du hasard ou de la chance, le fait qu'on trouve des nouvelles figures. Alors, il l'avait un peu mal formulé, mais c'était une question quand même assez intéressante. Et je me pose de fait cette question, parfois, est-ce qu'on découvre ou est-ce qu'on invente? C'est assez marrant de se poser cette question. C'est quoi découvrir, c'est quoi inventer? Et comment ça va ensemble? Quand il vient des sciences, il y a un truc qui était plutôt un fondamentaliste, normal, quand on fait des maths fondamentales, plutôt des maths appliquées. Comment un nouveau concept arrive? Comment on peut cultiver un terrain pour faire en sorte qu'il soit fertile? Et c'est ça qu'on cherche à faire. C'est transformer l'acrobatie et dans la méthode de travail et dans le moment où on performe. C'est plutôt cultiver le sol pour qu'il soit fertile et que des choses puissent pousser. Peut-être vont nous surprendre, peut-être on va pouvoir manger ou pas, je ne sais rien, c'est pas le propos. Mais c'est plutôt cultiver le contexte que chercher à tout prix un résultat précis. Et même dans la mise en forme, c'est plutôt reproduire les conditions d'avènement d'une forme que tout de suite vouloir produire la forme elle-même. Pour faire un beau cactus, il faut un bon désert. Parce que s'il est rond et piquant, c'est pas parce qu'il se trouve joli quand il est rond et piquant, c'est qu'il a besoin d'être rond et piquant dans ce contexte. Il y a un bouquin passionnant de Darcy Thompson qui s'appelle Forme et croissance, qui met en relation, et je pense que c'est important dans le milieu artistique, la forme et le fond. Pourquoi la forme dépend d'une fonction dans la nature? Et acrobatiquement, par exemple, pourquoi un tibia est vertical, ou à côté c'est l'os le plus vertical du sol, parce qu'il prend la charge, donc il a un besoin d'être vertical. Et il y a un truc qui est quand même très physique dans ce qu'on fait. Pour que ça tienne, il faut que ça soit juste. Donc je dois dire que je me passionne plus pour la question, est-ce que c'est juste le mouvement d'un point de vue du mouvement? Est-ce que la présence de l'interprète est juste d'un point de vue théâtral, on va dire? C'est plus une question de justesse que de beauté. La beauté, par exemple, c'est un truc qui vient après. La fleur, elle ne cherche pas à être belle. Le cactus n'a jamais cherché à être beau en soi. Il cherche à être rond pour perdre le moins possible de sueur, parce que c'est le volume maximum pour une surface d'échange minimale avec l'extérieur. Et c'est nous, êtres humains, qui ensuite allons mettre des mots de valeur, tels que beau, agréable, c'est bon, enfin. Donc il y a un truc profondément où on essaie de travailler l'acrobatie, c'est comme un terrain de jeu dans lequel il y a encore plein de possibles qu'on ne connaît pas. Et il est possible aujourd'hui, avant on cherchait à dépasser nos limites tout le temps. On se disait ce qu'il y a à découvrir, c'est au-delà, il faut faire plus, il faut aller plus loin, il faut sauter encore plus loin, il faut taper encore plus fort. Et en fait, c'est pas vrai dans ce qu'on est capable de faire dans ce cadre-là, parce que je suis jamais. L'être humain, il va bien savoir voler, l'acrobate, il va bien savoir voler, il ne vole pas. On sait depuis longtemps, depuis le cas, la mythologie, on n'arrive pas à voler. Et on n'est pas Dieu, on ne peut pas tout faire. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on est limité, parce qu'on peut faire le potentiel acrobatique, il est illimité, comme l'est tout potentiel d'être humain. Il y a plein de trucs qu'on ne fait pas, non pas parce qu'on ne peut pas les faire, mais simplement parce qu'on ne l'a jamais fait, et qu'on ne l'a jamais pensé, ou qu'il y a des figures, ou des valeurs de figures, de figures, de mouvements, de formes qui pourraient encore advenir. Et il faut de la technique pour ça, il faut des bases solides. Encore une fois, il faut se les construire au fur et à mesure, ces bases, on peut les réinventer. Le gamin, il se les réinvente. Les gamins, ils les apprennent à tenir debout. Ils nous copient, à mon avis. Si tous les parents, on faisait que marcher à quatre pattes, les gamins marchent à quatre pattes. Je pense qu'on pourrait t'écouter toute la nuit. Enfin, je sais pas. Moi, oui, en tout cas. Je sais qu'il faut aussi aller manger. Je suis obligée de faire la mère fouettarde. Faut que tu manges, t'as faim. Non, mais peut-être s'il y a des questions, enfin, s'il y a des gens qui ont envie que tu t'affiles sur certaines choses, ou... Je suis désolée, j'ai l'impression d'être la pionne. Non, je rien, parce que j'ai bien pris le Diax, j'ai Je sais pas trop comment poser la question. Dans cette évolution et cette recherche, est-ce que le spectacle il est toujours comme ça, ou est-ce que du coup à chaque fois vous devez changer la forme de ce qui se passe dans le spectacle? Est-ce que le spectacle il est en continue d'évolution par rapport à l'expérience
par rapport à un public, ou est-ce que même vous, à l'intérieur, vous changez pour qu'il continue Il y a d'évoluer? plusieurs niveaux d'évolution. Pour l'instant, il bouge toujours un peu. Encore une fois, la partition elle est suffisamment ouverte pour reprendre un peu l'analogie avec le monde du jeu. Si tu joues aux échecs avec quelqu'un, c'est toujours les mêmes règles, mais toutes les parties sont différentes. Donc est-ce que ça a changé ou pas? Ça dépend de quel point de vue tu le regardes. Notre écriture est toujours la même. L'écriture est en fait précise, parce qu'on sait ce qu'on a le droit de faire, ou pas le droit de faire, ou ce qu'on cherche. Je dirais que c'est un peu, des fois je dis, parce que c'est un peu sinueux, c'est comme le slalom en ski. Il y a des portes dans lesquelles il faut qu'on passe, et entre les portes, tu as bien le droit de prendre le chemin que tu veux du moment où tu prends la prochaine porte. Donc c'est plus de l'ordre du jazz en musique que de la partition complète. Ça oscille, des endroits très précis, des endroits très larges. Donc pour l'instant, c'est différent de jour en jour. Et on travaille, nous, en journée, pour tâcher que ça puisse croître encore, ce spectacle. Si le projet, on arrive à le tenir à l'endroit où il devrait être croître. Ce truc qu'on appelle, nous, un arbuste ou quoi, il devrait devenir un buisson. Il devrait même, par exemple, se rallonger dans le temps, potentiellement. On devrait petit à petit être capable, aussi par entraînement ou par recherche, de rajouter un petit peu de rendre plus touffu sur un endroit ou d'aller un peu plus loin, parce qu'on connaît mieux un virage, de se permettre de prendre aussi le virage d'après. On doit rajouter des spirales au début, il peut y avoir plusieurs cycles. Il y a l'amorce d'un potentiel cycle. Il y en aura un autre. C'est bien ce qui m'interroge. Je me demandais si du coup vous changiez à chaque fois. Et c'était celui qui finissait qui reprenait. Non, je ne vais pas aller jusque là. Parce qu'encore une fois, aussi, il faut quand même se dire que en fait, c'est pas une perf. On pourrait accepter d'entrer avec une page vierge. Quelque part, une recherche ultime. Je respecte l'art du clown énormément, dans ce qu'il peut avoir de théorique parfois aussi, hein, de la nudité avec laquelle il peut entrer sur scène, et cette capacité d'uniquement prendre ce qui est pour rebondir dessus. Honnêtement, acrobatiquement, on n'a pas le niveau. C'est extrêmement dur d'improviser dans des endroits très techniques acrobatiquement. On s'est un peu cassé les dents là-dessus, on aurait aimé ça, mais on n'a pas de niveau ni... Et c'est pas dans le niveau technique qu'un niveau de communication et d'entente sur scène. Enfin, et c'est pour ça aussi que dans des endroits un peu plus simples aujourd'hui, c'est parce que dans un endroit un peu plus simple, il y a plus de possibles. Quand tu arrives dans des endroits extrêmement pointus en technique, il y a une valeur de ça, c'est intéressant, mais tu as moins de liberté. Je veux dire, une fois que tu es à 15 mètres de haut, sur un monocycle, sur la tête, tu peux plus. C'est un travail, c'est un choix. Tu peux te spécialiser énormément, ça a une valeur. Nous, on a choisi de redescendre à un endroit où c'est moins spécialisé, mais du coup, c'est un peu plus horizontal. Il y a un peu plus de possibilités. Il y a beaucoup plus de possibilités quand tu sais faire beaucoup plus de choses différentes sur tes deux pieds que sur ta tête. C'est un fait. Tu es plus habitué, tu as plus de pratique à cet endroit-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de travailler, parce qu'on a nommé à un moment donné de chercher une virtuosité dans la simplicité. Et de par ça, il y a un choix aussi de... C'est pas le bon mot, mais non technique. Enfin, il n'y a pas de technique pure. Il n'y a aucun moment de... Paf, ça fait un salto, par exemple. Il n'y a que du mouvement et ça se déplace. C'est pas le salto. Non, c'est pour ça que je dis c'est pas le bon mot. Le salto, c'est une figure. C'est une figure. Le salto, il découle de la technique. Avec Sergi, en bossant un peu, on pourrait sans doute encore l'envoyer, c'est pas la question. C'est que la technique, c'est des principes. C'est savoir dealer avec la gravité, c'est savoir dealer avec le poids, c'est savoir dealer avec le rythme. C'est connaître bien ton corps dans l'espace, c'est ça être acrobate. Acrobate, c'est marcher sur ses extrémités, officiellement en étymologie. Et pour nous, on voit plus la technique dans le fait de maîtriser des principes, plutôt, encore une fois, que dans l'autre. Donc après, oui, enfin, bon, je rebondis là-dessus, mais oui, il y a un choix de ne pas être dans la technique dit pointue pour pouvoir travailler. Il y a plus de liberté, de mouvement, de richesse potentielle, dans le mouvement potentiellement, mais aussi parce que dramaturgiquement, dans ce qui est de la relation au sens et à l'être humain, c'est pas forcément les figures les plus complexes techniquement qui racontent le plus le rapport à l'autre. Je peux dire qu'avec des grands-mères, par exemple, ça c'est un truc qui m'a vraiment révolutionné un peu, je l'ai fait tomber en arrière et les rattraper. Tu vois ce truc basique, tout est comme ça. Et ben, pour elles, c'est un suicide. Donc ça veut dire tomber. Elles ont une peur panique de ça parce que ça leur ramène un truc. Et d'un coup, sur scène, avec une grand-mère qui est absolument pas acrobate. Et c'est tout. Et en fait, oui, ce simple geste, je
peux te dire qu'il est beaucoup, beaucoup plus fort dans ce qu'il véhicule comme sens, parce qu'il est porté par elle à ce moment-là. C'est beaucoup plus fort que l'acrobate à 23 ans qu'on voit son triple à la bascule. D'un point de vue du sens de ce que ça raconte de l'être humain, et le risque pris est beaucoup plus grand. Le risque qu'elle prend dans ce simple déséquilibre arrière qui fait 10 cm, il est sans doute beaucoup plus grand que l'acrobate qui envoie son triple parce qu'il le maîtrise. Et du coup, la technique, encore une fois, ça dépend de... Enfin, c'est un outil. C'est un outil, la technique. C'est un support de langage, mais c'est pas une poésie. C'est pas... c'est un langage. Ça doit être un outil, pour moi, pas une fin en soi. Ceci dit, plus tu as de technique, plus tu as de possibilités de langage, plus tu as de vocabulaire. Plus ça ouvre le champ aussi, parce que tu as le choix. C'est pour ça que j'ai voulu demander si c'était vraiment un parti pris, quoi. Dire, ok, nous, on n'utilise pas ce vocabulaire-là. Tu peux dire qu'on s'est même volontairement mis des bâtons dans les pattes, en faisant entrer des gens dans la compagnie, comme Arnaud, depuis tout à l'heure, et qui je retrouve ce potentiel d'égal à égal, qui ne vient pas exactement des arts du cirque, parce que c'est intéressant de bosser avec des amateurs. Parce que quand je bosse avec des personnes âgées, il y a un truc d'extrêmement amateur, de retrouver des gens qui ne sont pas déjà des spécialistes. Eh bien, tu retrouves le goût, parce qu'ils recomprennent, ils re-questionnent la matière parce qu'ils la redécouvrent. Et donc tu te poses des questions aussi intéressantes avec des gens qui ne connaissent pas encore, qu'avec des gens qui ont déjà la même version que toi. Et ça, c'est une question de rencontre, par exemple, tu aurais dire d'autres choses sur la société en général, mais il y a une vraie richesse à rencontrer quelqu'un qui n'est pas toi, qui n'est pas exactement ce que tu veux déjà, sinon ça ne sert à rien. 6 fois moins dans la compagnie, c'est une tuerie. C'est pas souhaitable. Vous avez différents niveaux. On a différentes cultures, on vient de différents pays, on vient de différents cursus. Mika, le mec que je connais depuis longtemps, quelqu'un qui parle le plus proche de moi, c'est un porteur au cadre aérien. Arnaud, il vient du théâtre physique en Suisse. Sergi, il vient du main à main, mais d'un autre endroit, je peux aller à la danse contemporaine. Fredo, c'était le même parcours que moi, mais 10 ans après. Il vient de Chalon-aussi, mais 10 ans derrière, donc il y a aussi presque une génération de tir d'écart entre nous. Et on s'apporte des choses différentes. Et c'est riche, mais c'est compliqué. Parce que après, c'est ça, c'est des processus démocratiques à mettre en place. Comment tu comprends, tu n'es pas le même. Je me dis que ce serait simple. Et en même temps, c'est toi qui choisis ton équipe artistique. C'est moi qui monte Quand tu commences à monter ta création. Ouais, quand je commence à avoir l'idée de ce que je veux travailler, quand ça devient assez clair, c'est moi qui monte l'équipe. C'est moi qui invite les gens à participer à ces projets-là. C'est quand même un processus qui est assez long, du coup, dans ta recherche des artistes qui vont venir travailler sur ton parcours. Après, ça se fait par des ça se fait aussi sur le tas, en rencontre. Je veux dire, c'est des gens que j'ai pu rentrer dans nos parcours, dans les stages qu'on donne ou qu'on prend aussi encore. Avant, c'est rentré dans un stage qu'on prenait tous les deux, enfin à fond de la Hollande. Et le fait, un an ou quoi après, il se trouve que tu repenses à cette personne que tu as croisée parce qu'elle pourrait faire. Voilà, on est peu passé par un système d'audition, par exemple. C'est vrai qu'en cirque, c'est aussi un peu plus humain, c'est plus par personne interposée. On a fait une fois une audition et ça n'a pas. C'est pas le top comme processus. Ça arrive parfois quand il manque quelqu'un, et ça ouvre aussi le fait que parfois tu rencontres des gens que tu ne connaissais pas. Parce qu'il y a des gens qui nous connaissent que nous on ne connaît pas. Et ça permet des fois de voir d'autres gens. Ça, c'est vrai. C'est pas le même. C'est pas la même rencontre. Peut-être une dernière question, puis on va libérer Alex. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que voilà. Ah, une dernière. Comment ou de quelle manière faites-vous pour inventer vos mouvements? Où vous les découvrez? On travaille sur des principes. Par exemple, on a découvert, parce qu'on aime bien quand il y a de nouvelles formes, on aime bien renouveler les formes aussi en soi en cirque. On aime bien. On applique, bizarrement, tout ça, ça vient quand même des réflexions de fond. Ce qui est premier dans le travail, c'est la manière dont on approche, c'est ce que j'appelle les postulats de départ, moi, qui suis justement un peu scientifique. Je travaille sur la lutte ou la règle, un truc va se produire, là on travaille sur la continuité, on travaillait sur un mouvement, donc on travaillait sur le fait de marcher par exemple, plutôt que de rester statique, on s'est dit bah on va partir plutôt marcher. Ça m'intéressait vachement plus de passer d'un pied à l'autre que de rester sur 2 pieds. En cirque, souvent on reste sur 2 pieds, on a un main, tac tac. Et en creusant en creusant des principes, on a des mots-clés sur lesquels on tourne, par exemple locomotion. On a beaucoup cherché autour de ces principes. On peut copier des fois, on regarde des... Mais il y a aussi une chose, c'est que
Des fois, on a une idée de mouvement et c'est vraiment très clair, on la voit dans la tête, c'est là. Mais après, quand on essaye, c'est pas ça, c'est pas possible. Des fois, ça marche et c'est une surprise, mais des fois, la plupart du temps, c'est pas comme on imaginait. Du coup, on a eu la chance d'avoir un temps de création relativement long. On a eu aussi la possibilité, du coup, de failure, d'avoir des échecs. Et aussi, c'est dans les temps où on ne sait pas exactement où on va. C'est là, quand on accepte ça, il y a des choses qui apparaissent. Et on a trouvé des mouvements comme ça aussi. Enfin, en travaillant autour des principes, qui étaient clairs, qu'on discutait et tout ça. Mais après, en essayant et en ayant le temps de travailler autour du principe, c'est là qu'on découvre des choses intéressantes et spéciales. En fait, qu'elle ne vient pas forcément tout le temps d'une idée, mais que ça vient du corps. Et évidemment, la tête, le cerveau et le corps sont connectés, mais quand même, ça vient aussi du corps, de la relation à l'autre. Une chose qu'on peut trouver, moi et elle, en travaillant 15 heures ensemble, c'est sûrement autre chose que si toi et Alex, vous passez 15 heures ensemble. Même si on part de la même idée, on va trouver deux mouvements vraiment différents. Et du coup, c'est peut-être une réponse à ça. Ouais, il y a des mots-clés, il y a des contraintes. C'est souvent intéressant de se mettre une contrainte. Ça peut être large, hein, une contrainte, c'est pas forcément s'attacher les deux pieds ensemble. Se dire, voilà, on va travailler sur la spirale, on va travailler un jour, parce que voilà, dans cette truc de trajectoire, j'ai un ami avec Myriam qui m'a assisté, qui rentre le rôle de toute fin. Il s'est trouvé qu'on avait un globe en plastique à la maison, dans lequel on a mis des billes. Avec des assets à l'époque, on a mis 7 billes dedans, et on s'amusait à le secouer, parce qu'on travaillait sur ce rapport entre la perfection et le chaos, là. Et il y a des rythmes, si tu secoues, ça fait n'importe quoi, Par contre, si tu prends le minimum, il y a plein de mouvements intéressants qui se mettent en place, soit les 7 billes qui tournent, soit des fois il y en a qui s'isolent au centre, et tu arrives presque à retrouver tu vois, tout ce qui est cosmique, les mouvements de planètes. Alors après, tu pars dans un trip planète, tu viens voir tes potes le lendemain, parce que quand même, tous les matins, quand on créa, il faut bien qu'il y en ait un qui arrive avec des idées un peu pour diriger les autres. Sinon, on arrive là et c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc tu leur racontes que hier, tu as trippé sur les planètes, qu'on va essayer de faire un exercice, qu'on prenne que dalle. Donc on va dehors, on se met à courir en rond, et puis finalement, ils ont mal compris. Donc parce qu'ils ont mal compris, ils sont en train de faire autre chose qui se révèle intéressant, dont on discute. Et c'est ça, c'est des trucs, c'est des cascades. Sur ce, on va tous aller courir comme des planètes. Non, c'est pour ça qu'on pourrait t'écouter, mais non, pas moi. Merci. Un grand merci.